Bonjour et bienvenue sur le fauteuil rose. Aujourd'hui, on voyage de l'autre côté de l'Atlantique. Je reçois Émilie Vien, qui est canadienne, québécoise, et aujourd'hui, elle va nous parler de tous ses projets, que ça soit le livre et aussi de son podcast, et elle a aussi d'autres projets qui sont en cours. Émilie, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à toi. Bon, chez moi, c'est le soir, mais chez Émilie, c'est le matin. Nous avons 6 heures de décalage. Exact. Alors, Émilie, parle-nous un petit peu de qui tu es exactement. Oui, en fait, je suis d'abord et avant tout une femme, une amoureuse d'un paquet de choses, que ce soit la culture, la lecture et l'écriture, bien entendu, on va avoir l'occasion d'en parler. Une grande aussi fan de planification qui en est venue même à créer mon entreprise et aussi j'adore tout ce qui est voyage. Je suis une maman d'un petit garçon également de 7 ans et je suis aussi la fondatrice de La Planificatrice. Alors, mon entreprise se nomme La Planificatrice. Et à travers les 6 dernières années, j'ai vraiment créé un écosystème autour de la gestion du temps, autour de la planification. Et en fait, j'ai une entreprise en ligne où je me fais le devoir, en fait, d'aider les personnes qui ont un horaire très chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment pour eux et à se réaliser à travers, le temps que nous avons. Pourquoi, du coup, déjà, merci avant tout pour cette présentation. Pourquoi la planificatrice? En fait, c'est très drôle, c'est que Mhm. bien que ce soit un mot qui me définit très, très bien, je veux dire, j'ai toujours été très organisée dans la vie, j'ai toujours eu beaucoup de facilité avec la gestion du temps et avec la planification. Quand j'ai créé la planificatrice, avant que ce soit l'entreprise que c'est aujourd'hui, c'était d'abord et avant tout un petit blog. J'avais envie de me reconnecter avec cette passion-là sur de l'écriture que, en fait, j'avais mis de côté dans ma vie adulte. Et quand j'ai démarré mon blog sur la plateforme en question, il fallait que je trouve un nom. Fait que là, j'ai dit, ah, comment je pourrais l'appeler? Puis là, vite comme ça, comme sur un coup de tête, je me suis dit, ben, je vais écrire la planificatrice, puis j'irai le changer après. Et puis, 6 ans plus tard, c'est toujours ce nom-là qui me colle à la peau. Mais c'est un Mais, mot à la base qui me représente quand même très, très bien. Et puis, ce qui devait être temporaire, en fait, est devenu très permanent. mais c'est ça qui est bien, c'est parce que des fois, on a des noms qui nous viennent comme ça et on Oui, se dit on les changera, mais finalement, c'est ce qui nous colle à la peau le mieux, finalement. exactement, exactement. Donc, du coup, tu as écrit un livre, donc tu es Oui. aussi aujourd'hui présente sur le fauteuil rose pour nous parler de ton livre qui s'appelle Avancer sans s'épuiser et Exact. qui a été publié par la maison d'édition. Ben, je vais te laisser la présenter, comme c'est une maison d'édition canadienne. Je t'en prie, à toi la parole. Oui, donc j'ai eu le bonheur et le privilège d'être en fait édité par un monde différent. Donc c'est la maison d'édition que j'ai choisi et puis c'est ça, donc c'est mon tout premier livre qui a été beaucoup plus difficile à écrire que je le croyais parce qu'il y a vraiment une partie de mon histoire que je révèle dans ce livre-là et une partie de mon histoire c'est notamment que j'ai fait un gros épuisement par le passé, mais bien que je voyais ça comme une immense épreuve quand c'est arrivé dans ma vie et dans ma carrière, aujourd'hui, je suis capable de voir que c'est en fait un très, très beau cadeau que j'ai reçu. Un cadeau très mal emballé, cependant, mais un cadeau quand même parce que c'est cette épreuve-là, ce grand bouleversement-là, en fait, qui m'a permis de pivoter vers la vie que je mène aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est une vie qui est très, très épanouissante, une vie dans laquelle j'ai beaucoup de plaisir, tant sur le plan personnel que professionnel. Et je suis pas mal certaine que sans cet événement-là, j'en serais sans doute pas où je suis aujourd'hui. Combien de temps tu as mis pour écrire le livre? En fait, j'ai envie de dire 6 mois et en même temps, j'ai envie de dire 2 à 3 ans parce qu'en fait, c'est comme si il y a tu sais, 2, 3 ans avant la publication de ce livre-là, j'ai comme eu littéralement un éclair de génie. Tu sais, des fois, avec la créativité, ça s'explique pas toujours, mais on a comme une idée qui arrive puis tout est super clair. Moi, c'est vraiment arrivé comme ça. En fait, moi, ma table des matières est séparée en quatre, et soit comme les 4 saisons, soit automne, hiver, printemps et été. Et c'est devenu super clair pour moi il y a à peu près, c'est ça, 3 ans, 3 ans et demi. Et après ça, je me suis dit, ah, waouh, c'est une table de matière d'un livre, je dois me mettre à écrire ça. Et étant donné que, je pense que étant donné que le livre était très relié à mon histoire personnelle, j'avais vraiment de la difficulté à trouver l'angle, j'avais vraiment beaucoup de difficulté à écrire, ce qui fait que j'ai la version imprimée là, est publiée, c'est la cinquième version en fait du même livre. Je l'ai recommencé. Ouais, c'est vraiment 5 fois. J'hésitais entre 4 ou 5, mais c'est vraiment 5 fois. Donc, dans le fond, quand je me suis rendue à la cinquième version, ça m'a peut-être pris un 6, 7 mois comme de vraiment comme l'écrire de A à Z. Mais si on compte les 5 versions qui avaient quand même la même intention derrière, au total, c'est comme un 2 ans comme il faut, presque 3 ans. C'est long d'écrire un livre et en plus, quand ça parle de sa propre histoire, Exact. c'est dur parce qu'on sait que ça va être lu.
peut-être par des personnes proches aussi, et on se demande comment finalement ils vont accueillir ça, parce que tu parlais tout à l'heure que tu as fait un genre de burn-out, un Oui, burn-out, c'est ça? exact. Donc peut-être que des personnes ne savaient pas finalement que tu as vécu ça. Donc on a toujours peur. Et je te rejoins parce que j'ai écrit moi-même une autobiographie, et c'est vrai qu'on se dit, mince, que les personnes qui vont le lire, surtout les personnes proches, comment vont le vivre en fait? Et donc toi, est-ce que des personnes proches qui ne savaient pas que tu étais en burn-out l'ont lu et les retours que tu as eus par rapport à ça? En fait, tu amènes un super bon point. C'est vrai qu'on a souvent peur de ce que les autres vont penser, surtout quand c'est des choses un peu vulnérables qu'on révèle. Moi, de mon côté, tout le monde savait que j'avais fait ce burn-out-là. Je ne l'avais pas caché, donc ça a été une surprise pour personne. Et j'avais déjà quand même dans mon entreprise, dans les premières années, parlé ouvertement du fait que j'avais vécu un gros épuisement professionnel. Cependant, je savais que, bien que tout le monde savait que j'avais fait un burn-out, il y avait plusieurs choses que je n'avais jamais révélées à personne qui se révélaient dans ce livre-là. Donc, en fait, c'est sûr que ça vient avec une petite pointe de stress et d'inconfort de savoir qu'on va étaler notre cœur, voire même nos tripes à des gens qu'on connaît, aussi des gens qu'on ne connaît pas du tout. Mais finalement, les retours, tant des gens que je connais ou des gens que je connais pas, ont été hyper, hyper positifs. Je pense que ça leur a permis, pour les gens qui me connaissent, de comprendre encore plus comment je vivais à cette époque-là, comment je me sentais réellement, parce que bien que je vivais un épuisement et que j'allais pas bien, j'avais quand même pris l'habitude, là, j'étais devenue très bonne à me mettre un masque, comme faire croire que ça va bien, ce qui fait que je pense que le livre leur a permis de juste mieux comprendre comment j'étais. Puis pour les personnes qui me connaissaient peu ou pas, à ce moment-là, je pense que ça leur a permis de juste me connaître encore plus, davantage et de plonger directement dans ma pleine authenticité, en fait. Là. J'ai pas mis de filtre lorsque j'ai écrit ce livre-là. C'est vraiment la moi cœur à cœur. Quand tu dis que tu as été en burn-out, c'était un burn-out suite à un épuisement professionnel ou c'était Oui. plutôt une dépression suite à une vie qui te correspondait plus? C'est une excellente question. En fait, moi, de mon côté, le diagnostic médical que j'ai obtenu, c'est que c'était vraiment en lien avec ma profession, mon travail. Ce qui fait que si tu m'avais posé cette question-là, comme au moment où j'avais les deux pieds dans ce burn-out-là, je t'aurais dit c'est 100% lié à mon travail. Parce que il y a différents éléments dans ma profession qui m'ont amené jusque-là, notamment, je faisais beaucoup d'heures supplémentaires, je me mettais beaucoup de pression, le travail était pratiquement devenu l'unique sphère de ma vie, alors que on fait pas juste travailler dans la vie. C'est bien de travailler, c'est bien de s'épanouir et d'aimer ce qu'on fait, mais c'est pas juste ça la vie non plus. Donc, il y a quelques années, je t'aurais dit que c'est vraiment juste ça, mais bien que c'était quand même pas une dépression, que c'était vraiment lié au travail, je comprends quand même que ma vie n'était comme vraiment pas alignée avec où est-ce que je voulais m'en aller. Et étant donné que le trois quarts de ma vie, voire même le 100% de ma vie était relié à mon travail, c'était beaucoup lié à ça. Mais reste que je m'en allais comme dans une direction qui était pas alignée nécessairement avec où est-ce que moi je voulais m'en aller. C'est comme si je reproduisais une vie qui ne me ressemblait pas parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné, c'est ce que les autres faisaient, c'est ce que je pensais qu'il fallait faire. Tu sais, la fameuse liste là, dans la vie, on va cocher, on va aller à l'école, on va se trouver un bon emploi, on va avoir un bon salaire, on va avoir une belle maison, on va avoir une famille. Moi, j'étais beaucoup là-dedans. Mais à chaque chose de plus que je cochais, je croyais que j'allais me rapprocher du bonheur pour finalement comprendre que je m'en éloignais, en fait. Donc, j'ai dû passer par ce burn-out-là finalement pour me réaligner. J'ai deux questions pour toi. La première, c'est quel travail tu faisais avant? Et la Ouais. deuxième question, comme ça tu pourras y répondre comme tu veux. La deuxième question, c'est comment tu sentais finalement que tu n'étais pas dans la bonne voie professionnelle, si on peut dire ça comme ça? En fait, moi, j'étais planificatrice d'événements corporatifs, donc j'étais vraiment payée pour organiser, planifier plusieurs événements nationaux et internationaux, notamment c'était surtout des événements pharmaceutiques et médicaux, donc c'est très, très Ça devait être corporatif, là. effectivement. C'était super exigeant, Ouais. c'était vraiment plaisant, j'aimais vraiment beaucoup mon travail, mais je me suis rendu compte avec le recul, c'était très peu créatif. Tu sais, on n'était pas dans les mariages et dans les événements sociaux, là, c'était très, très corporatif et je comprends aujourd'hui, avec la vie que je me suis créée aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup dans la créativité et dans cet ancien travail-là, j'avais complètement mis la créativité de côté, donc sans m'en rendre compte, je pense que ça m'éteignait à petit feu. Et puis pour ta seconde question, tu me demandais qu'est-ce qui m'a fait, je pense qu'est-ce qui m'a fait un peu réaliser que j'étais désalignée, c'était tout ça ta C'est ça, question? tout à fait. Ouais. Donc en fait, sur le coup, je m'en rendais pas vraiment compte parce que tu sais,
je me disais, je fais toutes les choses qu'on est supposé faire pour être heureux. Et en fait, c'est que je cherchais beaucoup le bonheur à l'extérieur et sans m'en rendre compte parce que je l'avais juste pas appris. Tu sais, je me désalignais complètement. Je pensais me connaître, mais je me connaissais pas vraiment, ce qui fait que les choix que je faisais n'étaient juste pas alignés avec ce que je voulais vraiment. Mais tu sais, ce que je voulais vraiment, j'aurais sûrement été capable de te répondre avant, mais ça n'aurait pas été une réponse vraiment authentique parce que j'avais, tu sais, moi, l'introspection, là, autant que l'introspection, les réflexions, le développement personnel, ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui. Avant, moi, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais c'est que j'avais pas de temps. Ça, c'est ce que je me disais. Là, je me disais que j'avais pas le temps pour ça. Alors que j'aurais tellement dû prioriser ça parce que ça m'aurait peut-être évité ce petit écart de route-là. Donc, je m'en rendais pas compte, en fait, tant que ça, que j'étais désalignée. C'est juste que j'étais comme embarquée dans un moule qui était très inconfortable, mais que je connaissais. Donc, je restais volontairement dans ce moule-là jusqu'à ce que la vie, à un moment donné, me fasse comprendre, assez rudement que c'était assez. Parce que à travers, je veux dire, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Tout ça, j'ai eu des signaux pendant plusieurs années, mais je refusais d'écouter les signaux parce que je me disais que moi, ça pouvait pas m'arriver à moi de vivre un burn-out. On se dit toujours ça. On se On se dit dit toujours toujours ça. Moi, ça. je me suis fait la même réflexion que toi, moi, pour la dépression. Je me disais, mais Hmm. non, ça arrive qu'aux gens faibles. Mais en fait, non, 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 du tout. C'est exactement ça que je me disais. Et du coup, c'est vrai que quand bah, ça nous tombe dessus, alors peut-être que c'est un karma aussi, parce que du coup, on a dit que ça nous arrivait pas à nous, et finalement, ça nous est arrivé. Mais je pense que il faut prendre aussi ces choses-là au sérieux. On parle beaucoup de dépression aujourd'hui, mais je te rejoins aussi sur le burn-out qui est aussi compliqué. On en parle un peu moins, je trouve, du burn-out, et c'est pour ça que c'est bien que tu en parles aujourd'hui, parce que ça fait partie de la santé mentale. Exactement. Et moi, je me suis fait, c'est comme si j'en avais fait un devoir d'en parler parce que quand j'étais au plus creux, quand ça n'allait vraiment pas bien, j'aurais aimé, je pense, que quelqu'un me prête un livre comme celui-là. J'aurais aimé trouver un ouvrage comme celui-là pour me sentir vue, me sentir comprise aussi et comprendre en fait que je peux me relever de ça et que je peux me choisir en fait. Donc, à un certain moment, je me suis dit, il va falloir quand je serai remise de ça que j'en parle parce que c'est moins tabou que ça l'a déjà été, mais c'est quand même encore beaucoup trop tabou, ce thème-là. Moi, j'aimerais te poser une question, c'est savoir en fait les choses que tu acceptes plus aujourd'hui. Parce que je vais te donner un exemple. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis catégorique et c'est depuis 24 heures seulement, tu vois. Mais parce qu'en fait, quand on se développe, quand on fait du développement personnel, donc c'est pas perché, c'est pas sectaire. Je voulais aussi mettre un point d'honneur là-dessus. Mais c'est bien enfin, tu évolues tout le temps. Oui. Voilà. Et moi, j'ai compris là, il y a moins de 24 heures, que je n'accepte plus le manque de respect. Et, Hmm. euh, et je n'accepte plus le manque de respect. Et si j'ai envie de dire non, je dis non. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. En fait, je pense qu'on doit se faire plaisir à nous avant de faire plaisir aux autres. Et je vais citer Mel Robbins sur son Oui. dernier livre qui est L'Aidem. Et je trouve qu'il est fabuleux. Et justement, elle parle de ça à l'intérieur. Donc voilà. Du coup, toi, c'est quoi que tu acceptes plus du tout aujourd'hui? En fait, un peu comme tu le disais, on est en constante évolution, ce qui fait qu'il y a des choses que je n'accepterai plus tard, mais que je ne sais même pas encore c'est quoi. Mais sinon, dans les choses que j'ai mises en place, en fait, autant qu'aujourd'hui, je suis encore plus passionnée par mon travail que je l'étais avant, je pourrais travailler tout le temps tellement que j'aime ce que je fais, mais aujourd'hui, je suis très catégorique sur mon nombre d'heures travaillées. J'essaie autant que possible de travailler beaucoup moins d'heures qu'avant. Tu sais, avant, j'étais beaucoup dans les heures supplémentaires et je me valorisais beaucoup là-dedans. Aujourd'hui, j'ai encore très souvent tendance à vouloir pas me cacher dans le travail, mais parce que j'aime ce que je fais, j'ai tendance à vouloir beaucoup faire d'heures supplémentaires, mais j'essaie vraiment de me mettre une limite pour ça parce que je le sais que même si on aime ce qu'on fait, on peut quand même s'épuiser, puis c'est parfois à travers le trop grand nombre d'heures travaillées qu'on peut nous-mêmes s'oublier. Fait que ça, c'est par exemple un exemple très clair que j'ai mis en place à la suite de mon épuisement. Ensuite de ça, parce que tu parlais de respect, par exemple, moi, le mot qui m'est venu en tête, c'est les valeurs. Donc, avant, pour vrai, j'avais aucune idée, moi, c'était quoi mes valeurs fondamentales parce que je ne m'étais jamais assise pour me poser cette question-là. Alors, aujourd'hui, maintenant que mes valeurs sont claires, notamment la liberté, moi aussi, j'ai le respect en tête de liste, ma famille, ma propre croissance, je vais toujours m'assurer, moi, que mes valeurs sont autant que possible, parce qu'on n'est quand même pas dans une vie, dans un monde parfait, là. Tout à fait. Autant que possible, j'essaie vraiment d'intégrer mes valeurs dans
mon horaire. J'aime voir que j'ai du temps pour moi, si telle est mon aspiration dans mon planning. Alors, mes valeurs ont vraiment aujourd'hui une place de choix et elles m'aident beaucoup, en fait, mes valeurs à prendre des décisions. Ce qui fait un petit peu comme l'exemple que tu disais, c'était excellent. Si je me sens pas respectée ou quoi que ce soit, c'est un non catégorique. Donc, là, ça facilite, en fait, la prise de décision quand nos valeurs sont claires. Et puis, en fait, là, je pourrais là, nommer une très, très longue liste de choses des limites, en fait, que je me suis imposées. Sinon, en fait, une autre limite, là, pour en nommer une troisième, une dernière, j'écoute beaucoup plus mon corps aujourd'hui parce que mon corps m'a toujours parlé, mais ça fait très peu de temps, en fait, que j'ai compris à le décoder et à l'écouter surtout. Donc, mon corps, et en même temps, je pense que c'est un peu mon intuition, c'est très, très lié. Quand je sens comme une contraction à l'intérieur de moi, même si ma tête dit, Hey, ça, c'est une bonne idée, Émilie, va de l'avant, mais que mon corps dit le contraire, c'est très difficile encore, mais je vais tout faire en mon possible pour écouter mon corps plutôt que d'écouter ma tête. Et ça, parfois, c'est très difficile parce que les 30 premières années de ma vie, j'ai toujours juste fait confiance à ma tête et jamais à mon corps. Fait que là, c'est un petit peu d'inverser la balance et de prendre des décisions de façon différente, mais c'est une genre de limite, un genre de règlement, si on veut, que je me suis mis depuis que je me suis relevée de ça. Et jusqu'à présent, ça m'a toujours grandement servi. Je te rejoins tout à fait et je vais employer un mot que vous employez beaucoup au Canada. Tu m'aurais dit la même chose, donc écouter son cœur au lieu d'écouter sa tête. Ah, quand j'avais 20 ans, je t'aurais dit c'est bullshit. Et tu vois, honnêtement, je me serais, tu vois, en fait, à 20 ans, finalement, on n'a pas le même recul. Alors, tu peux Non. être doté d'une maturité, ça, il y a aucun problème. Mais je me rappelle de la Vanessa à 20 ans et de la Vanessa à 30 ans, bientôt 38 ans, et je me dis, waouh. Et c'est pour ça qu'il y a en fait, on évolue constamment. Donc, je te Mhm. rejoins tout à fait sur ce que tu viens de dire. Mais c'est pas toujours évident d'écouter son cœur et de dire à sa tête, stop, tais-toi. Exact, mais c'est vrai parce qu'on a, en plus, je sais pas, tu sais, de ton côté, c'est sûr qu'on vient de des cultures qui sont similaires, mais quand même différentes. Mais tu sais, nous, au Canada, on ne nous a pas appris ça, là, d'écouter notre cœur, d'écouter notre corps, Pareil, comme on c'est était beaucoup pareil. dans le mental. C'est pareil. Je crois qu'on est peut-être à 6 000 kilomètres, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Du coup, tu es aujourd'hui aussi sur le podcast pour nous parler de ton livre et du coup, qui est sorti en France ou pas encore? Il est sorti. Je Oui, te oui, laisse donc l'annoncer. oui, exactement, depuis quelques semaines, là, c'est vraiment officiel. Donc, il se retrouve maintenant en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et ailleurs dans la francophonie également. Donc, on peut se le procurer partout maintenant. Donc, en librairie, il est disponible ou sur commande? Oui, exactement, les deux en fait. Donc, je peux pas garantir toutes les librairies où ce livre-là se retrouve, mais oui, donc il est disponible, je sais, physiquement dans plusieurs librairies en Europe, mais également, sinon, si jamais il est pas disponible dans votre librairie favorite, vous pouvez toujours le commander. Donc, je répète le titre. Donc, l'autrice, c'est Émilie Vien. Avancer sans s'épuiser et la maison d'édition, c'est un monde différent. Exact. Donc, dis-nous un petit peu de quoi parle ce livre. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Oui, donc en fait, ce livre-là, comme je le disais un petit peu plus en introduction tantôt, c'est un livre que j'ai choisi de diviser en 4 saisons, puis je pense que les saisons sont très éloquentes, comme automne, on le sait que c'est la chute, on le sait que ça va pas bien, l'hiver, on sait que c'est la période froide, la période du grand vide. Ensuite de ça, le printemps, on peut comprendre qu'il y a une renaissance et finalement l'été, c'est la belle saison où tout va bien. Donc, moi, j'ai vraiment un peu vécu mon épuisement de cette façon-là et je commence le livre en parlant de l'automne, donc quand ça va vraiment pas bien. Puis on le sait qu'on va tomber, on sait juste pas quand. Et je débute le livre en fait en présentant des mensonges qu'on se raconte et ce sont des mensonges qui ont vraiment alimenté en fait les prémices de mon épuisement. Puis là, je cherche ici la table des matières, puis juste pour nommer quelques mensonges, parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être se reconnaître ici. C'est par exemple, je suis capable d'en prendre plus, je ne peux pas les laisser tomber, je n'ai pas le temps, je m'amuserai lorsque j'aurai terminé toutes mes tâches. C'est normal d'être fatigué et stressé. Donc là, j'en nomme juste quelques-uns, mais ce sont, au total, je commence avec 8 mensonges. Et ce que je veux que le lecteur comprenne, en fait, c'est que ça, avant, moi, je pensais que c'était des faits. Mais mon épuisement m'a permis de comprendre que c'était des fausses croyances, que c'était des mensonges. Donc, dans le livre, dans la première partie, je vais vraiment aller démentir un peu ces fameuses phrases-là que je suis certaine qu'un paquet de personnes se répètent. Et mon intention derrière, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent poser un nouveau choix et prendre une nouvelle décision. Et plutôt que de penser qu'ils n'ont pas le temps, ben, qu'ils peuvent comprendre en fait que c'est peut-être
pas que c'est peut-être qu'ils n'ont pas le temps, c'est peut-être que en fait ils priorisent pas les bonnes choses, par exemple. Donc le livre débute de cette façon-là, et puis ensuite de ça, j'explique à travers ça, bien entendu, un peu mon parcours, comment moi j'ai vécu mon épuisement, quels ont été les défis, quelles ont été les prises de conscience. Mais c'est pas une autobiographie dans le sens, oui, mon parcours est expliqué ici et là pour que les gens puissent comprendre euh, et en fait un peu l'effet miroir, là, comme peut-être s'identifier dans certains moments de ma vie. Mais en fait, je vais toujours retourner mon récit vers le lecteur pour les aider. Puis on n'a pas besoin de vivre un burn-out pour apprécier ce livre-là. Je pense que chaque personne qui a un désir de croissance, on a tous aussi vécu des épreuves dans notre vie, ce qui fait que ce livre-là va vraiment, vraiment permettre de faire le rôle de miroir pour aider les gens à juste se transformer, se choisir. Et dans le fond, c'est vraiment un livre qui vous permet d'aller revoir votre relation au temps, notre relation avec le travail aussi, notre carrière, et aussi revoir notre relation avec la fameuse performance. Tu me donnes envie de sincèrement de le lire et il faut que j'aille à ma librairie. J'ai une librairie où j'adore aller me servir. Je vais voir Oui, s'ils l'ont pas, je te fais la promesse de le commander parce que ça me oui, parle énormément. Moi, j'ai ton dossier de presse, j'ai pas mal de choses et là, de t'avoir eu en interview, honnêtement, ça donne vraiment envie. Et je pense que tu as raison d'insister sur l'effet miroir parce que quand on écrit un livre, que ça soit de la romance, un roman ou une autobiographie ou un livre de dev perso, le but, c'est que les gens, finalement, ils s'imprègnent de l'histoire, ils sont à oui, l'intérieur. Donc, effectivement, il faut, malgré tout, il faut l'effet miroir, c'est important. Et puis, finalement, regarde, on a 6 000 kilomètres toutes les deux, on a énormément de coïncidences sur nos modes de vie. Donc, oui, enfin, dans le livre, finalement, c'est la même chose. Ta vie, je vais retrouver des similitudes avec la mienne et toi, et vice-versa, finalement. Donc, c'est très, exactement. très important ce que tu viens de souligner. Moi, je te souhaite, avec la vente qui vient de débuter en France, de venir en France et de faire des dédicaces en France. Je te le Oui, souhaite sincèrement. j'aimerais vraiment beaucoup, j'aimerais vraiment beaucoup. Donc, je prends avec grand bonheur ton souhait. Ouais. Ça serait vraiment top pour toi et pour la France aussi de découvrir une Canadienne. Ça serait top. Et je voulais savoir, est-ce que ce livre, tu l'as écrit toute seule ou tu t'es fait aider par une bêta lectrice et ou autre personne? Oui, donc en fait, je l'ai écrit toute seule, genre chaque phrase a été écrite par moi, mais je me suis fait accompagner par une coach d'écriture qui est française C'est justement, qui quoi se ça? nomme, oui, donc elle se nomme Mélanie Rey, et en fait, par pure synchronicité, on a connecté ensemble et on a connecté ensemble par pure synchronicité à un moment où je luttais beaucoup à écrire. Tu sais, comme je te disais plus tôt, moi, j'ai commencé ce livre-là 5 fois et là, je devais être rendue à ma quatrième fois et je luttais encore à écrire ce livre-là que je trouvais très difficile à sortir de moi, alors que normalement, j'ai beaucoup de facilité à écrire. Et puis, voilà, rien n'arrive pour rien. Il n'y a pas de hasard, juste des rendez-vous, je crois. Et Mélanie est arrivée sur mon chemin, donc on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois. Donc, grâce à son support, à son soutien, à sa clarté, j'ai aujourd'hui un livre que je sais qui est beaucoup mieux structuré et qui est beaucoup plus profond aussi que ce que j'aurais pu écrire toute seule. Elle l'a pas écrit à ma place, mais tu sais, sa manière de travailler m'a vraiment, vraiment aidé à écrire un livre non seulement qui est encore meilleur que si je l'avais écrit toute seule, mais c'est qu'aussi, je suis pas mal certaine qu'il serait pas encore publié si j'étais restée toute seule à tenter de l'écrire à mon ordinateur. Oui, finalement, la coach, elle t'a aidé à mettre ton projet à jour. C'est que c'est comme une coach Oui, de vie, c'est comme une coach sportive. oui. Elle est là pour t'aider, mais c'est pas elle qui va pouvoir transformer ton corps à ta place. Donc, Exactement. Elle est c'est là pour ça. m'aider à atteindre l'objectif et mon objectif, c'était de faire naître ce livre-là, de le rendre accessible en fait, là. Est-ce que ça coûte cher les services d'une coach d'écriture? Parce que comme tu sais, c'est un podcast d'auteurs de l'ombre Oui. et il y en a beaucoup qui débutent, il y en a beaucoup qui aussi qui avaient ce projet d'écrire depuis 18 ans. J'ai interviewé des auteurs, ça faisait 18 ans qu'ils essayaient d'écrire. Hmm. Ils ont fini par y arriver. Mais du coup, ça pourrait être intéressant de parler des coachs d'écriture. Absolument. En fait, moi, je ne savais même pas que ça existait, ce service-là. Puis comme quand je disais, c'est une synchronicité, tout est arrivé en même temps. La semaine où elle m'a contactée pour me proposer ses services, tu sais, elle m'a écrit par Instagram, en fait, là. En fait, la semaine avant, j'écoutais un podcast américain où un auteur disait qu'il avait fait appel à un coach. Puis j'étais là, un coach d'écriture, je savais même pas que ça existait. Pour ce qui est du coût, tu sais, tout dépend, en fait, j'imagine qu'il y a différents coûts, tout dépendant c'est qui les coachs d'écriture. Tu sais, de mon côté, ça se comptait en milliers
de dollars, mais tu sais, c'était pas 15 000 dollars, c'était pas non plus 10 000 dollars, mais ça demandait quand même un certain investissement. Mais je pense que l'investissement ici est important pour deux raisons. La première chose, c'est que si ça l'avait juste coûté 500 dollars, par exemple, ben là, je parle en dollars, mais Oui, oui, ça on te pourrait être comprend, en il n'y a euros, aucun là, problème, en hein. fait. Et puis, si par exemple, ça avait coûté juste comme 500 dollars ou 500 euros, je sais que pour moi, ça n'aurait pas été suffisant pour créer une motivation. Tu sais, parfois, même chose quand on a un coach sportif, si le coach sportif était gratuit, c'est certain que les gens investiraient pas la même motivation, le même temps et la même énergie que quand c'est gratuit, en fait, ou quand c'est payant. Donc, de mon côté, je trouve il y a ce volet-là, que je trouve que ça vaut l'investissement, mais c'est surtout qu'après ça, c'est à quel prix est-ce qu'on veut l'écrire, ce livre-là? Moi, ça faisait déjà 2, 3 ans que j'essayais de l'écrire toute seule, ça ne fonctionnait pas. Après ça, je me suis dit, mon message est trop important pour que je le garde pour moi. Et là, moi, j'avais de mon côté aussi comme une entreprise. C'est un livre qui est un peu lié à mon entreprise également et à la planificatrice, ce qui fait que, en toute transparence, moi, ça a été une dépense d'entreprise que de faire appel avec cette coach-là. Donc, ça a été un investissement que j'ai l'impression d'avoir rentabilisé un paquet de fois parce que aujourd'hui, je le sais que ce livre-là existe. Puis en fait, avec les revenus que je peux déjà commencer à toucher avec mon livre, de mon côté, si on veut juste parler argent, ça, tu sais, c'est un investissement qui est rentabilisé en fait. Mais même si j'avais pas vendu une copie avec et que j'avais pas pu comme rentabiliser mon investissement, comme si on parle vraiment juste en termes d'argent, eh bien, en fait, j'aurais quand même trouvé que l'investissement aurait valu la peine parce que de tenir son livre entre ses mains, puis tu sais, je sais que tu sais c'est quoi, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Puis en plus de ça, c'est que je pensais pas non plus que c'était possible d'être aussi fière d'un livre. Puis je pense que mon niveau de fierté est très, très élevé, notamment de par le travail que j'ai fait avec ma coach d'écriture, parce qu'elle m'a amené beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu faire en travaillant seule. Là, je parle vraiment pour moi, là. On peut écrire des livres excellents quand on est seul, mais de mon côté, j'ai le feeling que, étant donné que c'était quelque chose qui était très personnel, c'était difficile à sortir. De mon côté, ça m'a vraiment aidé de travailler avec une coach d'écriture. Mais du coup, la coach d'écriture, est-ce qu'elle fait les corrections orthographes ou ou juste elle va venir t'aider à approfondir l'histoire? Oui, donc en fait, je peux pas parler pour tous les coachs d'écriture parce que mon On parle pour la expérience tienne. est juste avec celle-là. Mais dans le fond, mon expérience avec Mélanie, c'est que on a travaillé, on a fait beaucoup d'introspection avant de vraiment commencer la rédaction. Donc, on a un gros travail de fait avant. On a travaillé la structure du livre, on va dire un peu la table des matières pour que ça tienne. Après ça, moi, je suis entrée en phase de rédaction. Puis en fait, elle était comme un peu ma partenaire de responsabilisation, ce qui faisait qu'on se rencontrait à différents moments. Puis là, elle me disait, OK, Émilie, on se rencontre à cette date-là. Je veux que ton introduction et que ton chapitre 1 soient écrits. Donc, on espaçait les rencontres pour me donner suffisamment de temps pour écrire. Et après ça, moi, je lui envoyais comme 2, 3 jours avant notre rencontre mon ébauche, ce que j'avais écrit. Elle prenait le temps de le lire et quand on se rencontrait, elle me donnait son feedback. Donc, elle ne faisait pas la correction de français. C'est sûr que s'il y avait des phrases qui ne se tenaient pas, quoi que ce soit, elle me le laissait savoir. Mais sinon, elle faisait pas la correction de syntaxe ou orthographique. Elle allait vraiment plus me challenger et me donner des conseils au niveau du contenu du livre en me disant, ça, Émilie, il faudrait peut-être couper ça ou ça, il faudrait que tu approfondisses. Ce qui fait que on a travaillé comme ça. Donc, tu sais, elle n'a pas lu le livre en entier de A à Z. À la fin, on l'a travaillé au fur et à mesure, ce qui fait que c'était très... Moi, j'ai vraiment aimé ce processus-là parce que plutôt que de... Parce que souvent, moi, l'histoire que j'avais entendue quand on travaille avec des maisons d'édition, par exemple, c'est que on écrit tout notre livre, puis après ça, on l'envoie, puis quand que la maison d'édition commence à travailler sur le livre, il faut comme pratiquement le réécrire au complet, à ce qu'on dit, parce que des fois, si la structure est pas solide, il faut aller retravailler la structure, mais c'est très difficile de retravailler une structure quand le livre est écrit au complet, versus si on le fait au fur et à mesure. Donc, moi, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, moi, étant donné que j'ai travaillé avec une maison d'édition pour tout ce qui est de correction, syntaxe, orthographe et tout, c'est la réviseure de la maison d'édition Un Monde Différent qui a travaillé là-dessus. Mais ça s'est fait très, très rapidement et très simplement parce que je pense que ma structure de livre était tellement solide de par le fait que j'avais été accompagnée par une coach d'écriture que la portion révision avec la maison d'édition, ça s'est fait super, super facilement, super simplement. Et comment tu as réagi quand tu as su que tu allais être publié par une maison d'édition qui a d'ailleurs publié Tony Robbins, il me semble, hein?
Oui, exactement. Donc, plusieurs, en fait, c'est une maison d'édition qui se spécialise dans le développement personnel. Moi, personnellement, dans ma bibliothèque personnelle, j'ai beaucoup, beaucoup de livres de cette maison d'édition-là. C'est pour ça que c'était mon choix numéro un. Et en fait, il republie beaucoup de livres très connus d'auteurs anglophones, notamment, c'est ça, Tony Robbins, Rachel Hollis. Ah, tu le J'ai dis mieux plus que les moi noms. avec l'accent canadien anglais, hein? C'est pas le même accent. Donc, ils ont quand même des auteurs internationaux très, très réputés. Donc, moi, on dirait c'est ça qu'on espère en fait quand on veut travailler avec une maison d'édition. On espère que il y en a une qui va accepter, mais tant que les maisons d'édition ne nous reviennent pas ou ils acceptent pas, on le sait pas. Ce qui fait que ma, la réponse quand j'ai reçu le fameux courriel qui était intéressé et tout, c'est sûr que c'était beaucoup, beaucoup de bonheur. C'était vraiment beaucoup de joie. J'étais super contente, d'autant plus que les premiers à m'être revenus, parce que j'ai eu plusieurs réponses positives de maisons d'édition, mais les premiers à m'être revenus, c'était ma maison d'édition coup de cœur, celle que j'espérais qu'ils me reviennent. Donc, c'était un monde différent. Donc, j'étais juste encore plus contente de savoir que c'était eux qui me revenaient en premier. Mais en même temps, ça vient avec un peu de plein de questions. Tu sais, on a peur. Tu sais, moi, j'avais peur de les décevoir. J'avais peur de un paquet de peurs parce que c'était complètement une nouvelle aventure. J'avais jamais traversé cette expérience-là. Mais au final, ça s'est avéré être une expérience hyper enrichissante. J'ai appris un paquet de choses. Puis c'est très satisfaisant en fait de savoir qu'on a été finalement choisi. Tu sais. Moi, j'aimerais te demander, sans que tu nous donnes un montant, on Oui, va parler, entre guillemets, c'est pas vraiment d'argent, mais c'est pour voir la différence entre le Canada et la France. Moi, oui. par exemple, mon livre a été publié le 25 juin 2025. J'aurai, tu sais, les relevés de compte que un an après. Est-ce qu'au Canada, ça marche différemment? Non, ça fonctionne de la même façon. Donc, moi aussi, là, j'ai pas en fait encore touché à des royautés en lien avec le livre, mis à part, moi, de mon côté, j'ai reçu une petite avance au moment de la parution du livre, en fait. Donc, dans mon contrat, Grâce, c'est la maison d'édition qui t'a donné oui, ça. Ah, oui, c'est bien. exactement. C'est quand même d'accord. Après, je pense que c'est différent, moi, quoi, toi et moi, parce que moi, je passais par une maison à compte d'auteur. Donc, en fait, c'est Ah moi oui. qui ai payé la maison d'édition. Et du coup, je pense que c'est différent. Mais je pense que aussi dans les maisons d'édition traditionnelles françaises, je pense que l'auteur a quand même un petit truc avant. Oui, OK, c'est possible, ouais. Mais de mon côté, par exemple, pour ce qui est des vraiment les pourcentages auxquels j'ai droit en termes de royauté sur le livre, ça va moi aussi comme pratiquement aller, c'est ça, presque un an après, là. D'accord. Ok, voilà. Bon, donc, on a à peu près le même système Oui, c'est que les similaire, je maisons pense. traditionnelles en France. Je voulais te demander si le livre n'était pas sorti, n'aurait pas été publié par une maison d'édition, est-ce que tu te serais auto-publié ou pas? C'est une super bonne question. La réponse, c'est oui, parce que, en fait, moi, mon désir premier était que moi, j'avais cette préférence-là de passer par une maison d'édition pour différentes raisons, mais en effet, j'avais dans mon planning, en bonne planificatrice, j'avais planifié le tout, puis je m'étais dit, si à telle date, j'ai aucune réponse de maison d'édition ou si tout le monde refuse, je vais m'organiser pour m'auto-publier parce que de mon côté, bien que c'était pas mon choix premier, mon message était trop important. Et là, surtout, le livre était écrit, il était trop bon pour que je le garde juste pour moi. Mais c'est surtout, au-delà de la qualité du livre, c'était l'importance du message. J'étais là, je peux pas garder ça pour moi. Le message est trop important. Alors oui, c'était certain que mon plan B, c'était de m'en aller en auto-édition. Donc ça faisait partie aussi d'une discussion que j'avais eue avec ma coach d'écriture. On avait nos dates et on savait qu'à partir de telle date, si j'avais des refus ou aucune réponse, qu'on allait enclencher le processus pour que ce soit une autopublication. Ben, c'est parfait tout ça. Merci d'avoir été aussi honnête et clair. Tu as eu la chance d'être publié par une maison d'édition, donc franchement c'est top et bravo à toi pour ça. Je Merci. voudrais juste revenir sur, du coup, tu as ton entreprise qui est la planificatrice et tu es autrice. Oui. Enfin, les deux se rejoignent alors, parce que ce que tu fais, nous on aimerait savoir un petit peu ce que tu fais avec la planificatrice. Oui, donc en fait, vraiment, moi, pour ce qui est de la planificatrice, je suis vraiment une mentor en planification. Je me spécialise en temps, donc la fameuse ressource du temps dont tout le monde manque. Donc moi, tout mon contenu tourne autour de ça, que ce soit mon blog, mon podcast qui s'appelle le podcast 168 heures, que ce soit mes formations en ligne, mon service d'accompagnement, tout tourne autour de la planification et du temps. Le livre est très teinté de ça, ce qui fait que bien que on va dire le prétexte du livre soit mon burn-out, à travers ça, à travers ce livre-là, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection et on revoit beaucoup notre relation au temps et à la performance. Et ça, ce sont des thèmes en fait que je transmets et que j'enseigne à travers mon entreprise, la planificatrice, ce qui fait que le début du livre, si on veut, est très, très
et un peu plus comme un récit. Et plus le livre avance, plus on s'en va vers la saison de l'été, plus je vais donner des conseils, des pratiques, si on veut, un peu plus comme la planificatrice le ferait à travers mon entreprise. Ce qui fait que les deux sont quand même très interreliés parce que dans ce livre-là, on parle de la relation au temps, notre relation à la performance, puis c'est vraiment tous des thèmes que j'aborde très ouvertement dans mon entreprise. Oui, finalement, les deux c'est un cheminement en fait, ils sont reliés, hein. Oui, ils sont reliés, exactement, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Émilie, d'avoir été sur le podcast Le Fauteuil Rose. Tu reviens quand tu veux parce que je pense qu'on a encore Merci. beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Avec On, joie. on va laisser, donne-nous ton Instagram, on le remettra en lien dans tous les cas. Avec joie. Donc, c'est la planificatrice, tout simplement. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et c'est mon média social favori. Et ton livre est enfin sorti en France, donc tout le monde peut le trouver en France. Exactement, oui, tout à fait. Donc, avancer sans s'épuiser partout en Europe, en fait. Voilà, donc Belgique, ben, je te laisse nous redire les où ça. Oui, donc en France, mais également, ce que j'avais nommé, c'est Belgique et Suisse. Et là, je peux pas garantir tous les pays, mais mon éditeur me disait, et ailleurs aussi dans la francophonie. D'accord, mais c'est bien, Oui. c'est top. Est-ce que tu peux nous redire du coup nous remontrer ton livre, ben, comme tu Avec joie. Là, je sais pas si je suis inversée avec la c'est caméra, parfait. mais on peut quand même voir un peu à quoi la couverture ressemble. Avancer sans s'épuiser. C'est magnifique. Sincèrement, merci pour ton passage sur le fauteuil rose, Émilie. Je te souhaite une belle journée du coup parce qu'au Canada, c'est le jour encore. Et moi, je te souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup, Vanessa. À bientôt, Émilie. À bientôt.